Salut à toutes et tous, bienvenue sur O2 Radio pour le talk Web Girondin et en simultané sur webgirondin.com. On se retrouve pour parler des Girondins de Bordeaux ensemble pendant 1 heure et demie avec ce soir une émission un petit peu spéciale avec ce qui s'est passé dans la journée et ce drame qui touche Emiliano Sala, joueur des Girondins, ancien joueur des Girondins de 28 ans qui est disparu depuis hier soir. Son avion n'a pas franchi la Manche. Voilà, donc on va en parler dans un instant. Avant ça, j'accueille Manu qui est avec nous. Salut Manu. Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs et bonsoir les copains. Gino qui est là, salut Gino. Salut à tous. Jonathan qui est là, salut Jonathan. Hello everybody. Et Florian qui arrive, salut Flo. Tout juste. Voilà. Allez, voilà, donc émission un petit peu spéciale. Je vais vous donner le programme avant d'attaquer le vif du sujet. Donc 21h, 21h30, on va débriefer ce match face à Dijon. Ensuite, on fera un point mercato, 21h30, 22h. Et nous parlerons ensuite de l'acte 1, Strasbourg-Bordeaux. C'est samedi avant ce match de Coupe de la Ligue auquel nous allons assister mercredi prochain. Bon, messieurs, la réaction, on va commencer par ça. Hein. Emiliano Sala, porté disparu depuis hier soir. Je vais redonner le contexte pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant. Il était à Nantes, donc il a été transféré de Nantes à Cardiff. Il était venu saluer ses coéquipiers hier à Nantes et en repartant hier soir, en regagnant à bord d'un avion de tourisme Cardiff, il n'a pas franchi la Manche. L'avion a été porté disparu et depuis, les recherches se poursuivent et se sont arrêtées à 18h et il est introuvable. L'avion est introuvable comme lui et les deux personnes qui l'accompagnaient. Voilà, donc Manu, dans quel état d'esprit tu es là? Donc c'est vrai que ça plombe. Hein. Ben, c'est choquant, moi je dormais tranquillement ce matin, je me réveille, je regarde mon Twitter, je vois ça, donc forcément ça réveille très rapidement. Et ouais, c'est assez incroyable, on aura beau espérer un mince espoir, même si on sait bien au fond de nous que ça va être très très compliqué. L'autre fois j'ai lu que en fait, l'avion appartient au propriétaire de Cardiff, selon un journaliste, et Nicolas Palois aurait déclaré que le vol aller c'était pas très très bien passé, c'était assez mouvementé, donc il avait très très peur de reprendre l'avion. Bon, malheureusement, il s'est produit ce qui s'est produit, donc on va laisser les experts sur place faire leur boulot le plus correctement possible. Comme j'ai dit, en espérant toujours, tant que c'est pas officiel, on espère toujours, mais ça va être très très compliqué. Donc on pense bien évidemment à tous ses coéquipiers, à toute la famille. Il y a un mince espoir, mais il est très très mince, quoi. Très très mince Survivre parce de qu'apparemment ce nuit. sont des eaux compliquées. Il y a une petite tempête qui s'est déroulée il y a quelques heures. L'eau est très 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 froide. Ouais. L'un des experts a dit qu'effectivement, il ne pouvait pas rester plus de 3 minutes dans cette eau très gelée. Donc voilà, donc ça va être très compliqué. Donc on pense à la famille, à tous ceux qui l'ont connu. Et pour traverser ce moment pas facile du tout. Et voilà, on gardera des souvenirs de lui à Bordeaux très positifs. Gino? Choqué, ouais. Choqué, touché. Ça fait pas plaisir quand on voit de telles informations, surtout quand on a connu Emiliano Sala à ses débuts. C'est un gamin qui a été formé au club quand même, qui est arrivé d'Argentine pour être professionnel, qui a réussi à se battre pour réaliser son rêve et être victime d'une telle tragédie, pardon, c'est très difficile. Donc même si c'est pas encore officiel, on espère toujours, mais on a du mal à croire au miracle. Et donc c'est assez compliqué. Et on est touché de voir qu'autant de personnes lui témoignent de l'affection, notamment même au niveau des supporters nantais. On a vu de très belles choses au niveau des manifestations à Nantes, par exemple. Des réunions de supporters Voilà. sur des places à Nantes et qui scandent Avec des fleurs, centaines voilà. de personnes qui se réunissent. Oui. Et on espère que voilà, si ça devait malheureusement se passer comme ça, qu'il y aurait quelque chose d'important à Bordeaux, parce qu'il le mérite, je pense. Jonathan? J'étais pas un grand fan du joueur, mais c'est toujours une question humaine. En fait, tout simplement, ça dépasse le cadre du foot. Voilà, après, voilà, c'est pas. Voilà, c'est toujours triste d'apprendre ce genre de choses et forcément, ça.
C'est quelque chose qui dépasse vraiment le cadre du foot de toute façon maintenant, donc c'est des choses malheureusement des tragédies humaines. Donc on pense fort à sa famille, à son entourage, au club du FC Nantes c'était un jour important pour eux, les supporters affectionnaient vraiment ce joueur parce que c'était un battant, c'était un combattant et c'était un joueur une personne en tout cas qui était très appréciée ici ou à Nantes, donc c'est toujours effectivement choquant. Voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, le ballon rond va continuer de tourner. Et puis on espère qu'on aura de temps en temps une petite pensée pour lui. Et que le virage sud doit lui faire quand même un petit quelque chose pour ce joueur. Voilà. C'était un joueur, Flo, qui est sorti du centre de formation des Girondins que Bordeaux était allé chercher au Proyecto Crescer. Et de prêt en prêt, et finalement il a quitté Bordeaux pour s'imposer à Nantes. Oui, moi je me rappelle surtout de lui, parce que moi à l'époque j'étais journaliste stagiaire à Girondin Télé, et mon premier sujet que j'ai dû faire, c'était notamment sur Emiliano Sala. On avait un petit truc qui s'appelait Une journée avec. Et du coup, donc voilà, on lui passait la caméra et il montrait un peu ce qu'il faisait de sa journée, etc. Donc moi j'ai toujours eu une affection particulière pour ce garçon-là, parce que bon, finalement j'avais suivi un petit peu en parallèle les deux avancées, que ça soit parce qu'ils avaient été prêtés à peu près au même moment, Gaëtan Laborde au Red Star et Emiliano Sala à Orléans. Après il est parti à Niort, il avait fait quand même du sacré boulot. Je pense que si aussi Nicolas Palois est arrivé au Girondins, c'est parce que Bordeaux gardait un œil sur lui, et donc du coup voilà, ils ont vu aussi Nicolas Palois. Et puis moi j'ai toujours eu un peu je sais pas, un peu en travers de la gorge ce qui s'était passé avec lui, avec Willy Sagnol, où Willy Sagnol a eu des mots je crois élogieux à son égard aujourd'hui, mais je trouve qu'il ne lui a pas assez donné confiance, parce que voilà, la saison où Sagnol est là, la première, je pense qu'avec un peu plus de temps de jeu il aurait pu faire quelque chose. Bon, globalement il a toujours réussi, Emiliano Sala, par où il est passé, même à Caen quand on le prête 6 mois. Garand a eu des mots très élogieux aussi, parce que bon voilà, il a adoré ce garçon là, et moi c'est vrai que j'aurais bien voulu le voir performer au Girondins, parce que je pense qu'il en a eu sans doute la capacité. Et le seul but qu'il a marqué, moi je m'en rappellerai toujours, parce que c'était à l'époque où j'étais pas encore. Il a jamais joué au Matmut avec le. Non, mais il a joué avec le maillot de Bordeaux. Il a joué à l'Escure, et notamment la victoire contre l'AS Monaco de Dimitar Berbatov et compagnie. Et c'est lui qui avait marqué le penalty. Ouais. Moi je me rappelle toujours de ce penalty là, et cette rage qu'il avait, voilà, la rage du buteur, du goleador entre guillemets, ultra content quoi. Donc en plus c'était en face du virage sud, etc. C'était non, il y avait moi j'ai toujours été un peu déçu. J'étais content justement de la dynamique qu'il a eu avec Nantes, et je me suis dit bon voilà, ça y est, il va en première ligue, peut-être même le championnat qui peut lui correspondre au fil du temps, passer par un petit club comme Cardiff qui joue le maintien, et puis après derrière à crescendo, pourquoi pas quoi. Donc et puis les Anglais adorent ce type de joueurs là, donc bon, on va attendre ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est mal engagé. C'est mal engagé pour ne pas dire autre chose quoi. Donc donc voilà, penser à la famille et aux amis. Et je pense, à mon avis, on va avoir un joueur au sein de l'effectif bordelais qui va sans doute prendre un grand coup derrière le casque, qui est Valentin Vada, parce que bon voilà, ils sont arrivés en même temps, etc. On a vu des photos en même temps d'Argentine quand ils étaient jeunes tous les deux. C'est ça, on a vu des photos quand ils avaient des têtes très juvéniles avec le maillot des Girondins, etc. Donc bon, aussi va falloir avoir les nerfs solides aussi pour Valentin Vada, parce que je pense que c'est quand il se passe ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, c'est pas des choses simples. Ouais. Allez messieurs, on accueille Samuel Vasselin qui est avec nous. Salut Samuel. Bonsoir à tous, et bonne année à tous d'ailleurs au passage. Bonne année. Eh bien, merci à toi aussi. Dans cette journée un peu particulière. C'est ça, meilleurs vœux à toi. On espère que les autres jours seront plus sympas de cette année. Est-ce que tu veux dire un mot sur Salah ou... Non, enfin pas spécialement, parce que je vais paraphraser Flo qui évoquait ce souvenir contre Monaco. Moi je me rappelle, j'étais au stade, c'est vrai que c'était
c'est son meilleur match sous les couleurs bordelaises, parce que pour le reste, ça a été quand même un échec, que ce soit dans ses performances et dans son intégration dans sa relation avec Sagnol. Mais ouais, cette soirée était pas mal parce qu'il avait eu une première mi-temps compliquée. Il était en pointe avec Sheikh. Il avait tenté les deux ensemble. Et en deuxième mi-temps, ils sont menés 1-0. Il sort Diabaté, il laisse Salah seul en pointe, il rentre Plasil. Plasil fait une très belle deuxième mi-temps. Salah aussi, Bordeaux gagne 4-1. C'était, voilà, en tant que supporter girondin, c'était son point d'orgue. Et puis voilà, et puis après, c'est un battant. C'est un joueur, voilà, qui, comme on en aime bien aussi à Bordeaux de temps en temps, ce genre d'attaquant qui est pas forcément le plus beau à avoir joué, mais qui est là pour marquer, même s'il n'avait pas marqué beaucoup chez nous. Mais voilà, bon, après de toute façon, au-delà du sportif, ça reste un humain qui hier soir a pris un avion et qu'on n'a toujours pas retrouvé. Donc voilà, ça reste dramatique, que ce soit un joueur de foot ou qui que ce soit d'autre. Allez, on va enchaîner, on va parler de ce Bordeaux-Dijon, Bordeaux qui s'est imposé 1-0, but de Cornelius en fin de match. Beaucoup de choses à dire. Alors, par quoi commencer? Tiens Samuel, je vais te donner la parole tout de suite. Qu'est-ce que tu retiens là de ce match face à Dijon? Et après on rentrera dans le détail avec Costil, nos attaquants, etc. etc. Je retiens déjà que c'était une partie assez, une de plus, une fois n'est pas coutume avec Bordeaux, à suspense, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer jusqu'à la fin du match. Ça sentait énormément de 0-0. Si ça tournait bien, si ça tournait logiquement dans le sens du jeu, Bordeaux devait gagner 1-0. Et si Costil n'était pas dans un grand soir, on se faisait avoir. Donc ça a tourné dans le sens des Girondins, parce que voilà, il y a eu, j'ai trouvé durant ce match des performances individuelles ou des éclats individuels qui ont permis à Bordeaux de gagner ce match. Il y a eu la perte, on va rentrer dans les détails après, mais il y a eu en plus de Costil ou Calou, il y a eu la perte d'Otavio aussi qui a été costaud tout le match. Voilà, il y a eu 2-3 joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu soit sur le match entier, soit sur certaines actions. Ça a fait la différence. C'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Et pourtant, il y avait des bonnes idées, je pense, de la part de Ricardo de mettre les 3K. Mais dans l'application, on est encore très très loin du résultat espéré. Ouais, les 3K avec Briand, ouais, Gino, ça te fait bondir? Ouais, un petit peu, Samuel, parce que les 3K, pour moi, tu parles d'individualité justement qui nous ont permis de gagner, mais justement, les 3K n'amènent aucun collectif. Et par rapport à ces équipes comme Dijon, je pense que collectivement, on devrait être supérieur. Et malheureusement, ce sont nos individualités qui nous font gagner. Et donc les 3K, pour moi, n'ont pas du tout fonctionné. On l'a vu sur la première mi-temps, catastrophique. Ah, c'est pas dit qu'ils ont fonctionné, je te dis que c'était une bonne idée de les aligner. Pour moi, non. Mais pour moi, justement, on empile des mecs qui se ressemblent énormément. Et donc, c'est pas la bonne solution pour moi. Ouais, mais le problème, Gino, c'est que tu l'as remarqué avec ces 3 joueurs, c'est que quand on laisse un sur le banc pendant quelques temps, ça le bouffe. Ça a été le cas avec Caramo au début, qui est quand même revenu en étant mort de faim. Ça a été le cas avec Calou. Ce sera le cas avec Kamano si ça se passe encore mal durant les derniers jours. Donc moi, je pense que je suis persuadé que tout entraîneur qui travaille bien peut arriver à tirer le meilleur de son effectif et des forces principales de son effectif. Moi, j'ai vu pas mal de fois Caramo et Kamano, notamment, qui sont 2 joueurs beaucoup avec un foot un peu plus développé que Samuel Calou notamment, essayer de Caramo et Kamano, tenter de faire des combinaisons, etc. Je pense que ça se travaille. Là, j'ai quand même la sensation, quand je dis que c'est une bonne idée de mettre les 3 ensemble, c'est parce que c'est ces 3 joueurs qui ont énormément de talent et qui peuvent faire ce petit rôle de dynamite. Mais c'est surtout parce que je pense qu'à l'avenir, ça peut être les 3 joueurs qui vont arriver à combiner ensemble. Le problème, c'est que est-ce que c'est le bon moment de le mettre quand Kamano, ça fait 2 semaines qu'il est au placard et que personne ne lui parle? Là, il y a matière à discussion, je suis d'accord. Chaud. Moi, je pense que le fait d'aligner les 3, pour moi, c'est limite un aveu de faiblesse de la part du coach, concrètement. Parce que tu sens qu'il n'y avait pas d'idée, quoi. Tu sentais que les mecs, ils avaient le ballon, mais ils jouaient tout seuls, déjà, les 3. C'était un peu compliqué. Les 3 faisaient la gueule complet. Ça m'a aussi très agacé, fortement agacé. Caramo, il fait la gueule contre Angers, il rentre, il marque, il est titulaire et il refait la gueule. J'adore ce joueur, mais à un moment donné... Tu veux qu'il sourie ou quoi? Non, mais il y a un coup franc à un moment donné, tu vois. Je veux dire, le mec, il fait rien de bien du match en première mi-temps. Il y a un coup franc. C'est Calou qui est désigné pour le tirer. Le mec, il vient lui prendre le ballon en faisant la gueule. Non, c'est moi qui fais. Le mec, il fait un coup franc. Ça va. Ouais, il est pas si mal tiré que ça, tu vois ce que je veux dire.
mais tu sens qu'il n'y a rien qui est respecté dans les consignes, tu vois, dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Donc moi déjà ça m'a complètement dérangé. Et en plus j'ai l'impression que ça a déséquilibré l'équipe parce qu'on a pris quand même des contre-attaques en première mi-temps, même quand Dijon était à 10, où Tavares se retrouve 2 fois face au gardien. On fait 2 fois la même connerie et il n'y a aucun équilibre. On perd le ballon, ça court pas derrière. Tu vois, il y a eu des choses moi qui m'ont un petit peu scotché. Et la victoire, même à 10 contre 11, hein, Dijon, il méritait limite de gagner face à nous. Donc, moi, personnellement, le but qu'on met en plus, alors là, c'est juste un Cornelius qui fait un point dessus, lucarne opposée. À te mettre des cartes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alléluia. Ouais, c'est ça, c'était ça. Heureusement que Kalou nous fait un petit exploit individuel. C'est vrai qu'il a fait un beau match, mais tout seul. Voilà, dans ses relais, dans ses transmissions, c'était compliqué. Quand il prenait le ballon et qu'il est parti tout seul, ouais, c'était intéressant. Mais dans les transmissions, dans les relais, dans les mouvements, il n'y avait strictement rien. Voilà. Je trouve ça très dur, moi, comme constat, franchement. Oui, mais ça fait des mois que c'est comme ça aussi. Ouais, non. Je suis pas... Enfin, sur ce qu'on voit depuis des mois avec les RAR et compagnie, sur ce qu'on a vu dimanche, où on essaye enfin de faire du foot, à un moment donné, il ne faut pas toujours être pas content, quoi. Je trouve que si on attend à ce que Ricardo, du jour au lendemain, trouve une équipe qui sait jouer, moi, j'y crois pas parce que je pense que Ricardo est limité aussi dans certains aspects de son management. Mais là, dans les idées qu'on voit dimanche, même si il y a des joueurs qui n'ont pas été bons, moi, je trouve qu'il faut pas se plaindre et se dire que, voilà, on a vu un Bordeaux offensif au moins. Alors oui, il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, mais ça, c'est parce que il y a un mec de 42 ans qui joue au milieu de terrain et qui clairement sur toutes les courses ne peut pas suivre. Et Otavio compense pour 2, donc c'est compliqué. Après, sur le reste, je trouve qu'on tente enfin des choses, comme à Angers, avec les 2 attaquants, avec Briand et Cornelius. Donc, c'est con, mais c'est la seule fois de la saison avec Nantes et Guingamp où on fait 2 victoires d'affilée. Donc, qui c'est qui veut parler, là? Il y a quand même ce résultat-là. Ouais, un Bordeaux offensif, pas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand ils sont à 10, Dijon. Quand Dijon est à 10. Oui. Mais pas en première mi-temps. Ah, mais ça a changé au carton rouge. Hein. Ah oui, donc on était à la rue jusqu'au carton rouge. Moi, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je suis un peu dans le sens de Samuel Vasselin, pas parce qu'on est confrères, mais juste parce que... Vous êtes frères, c'est ça? Ah non, c'est le mot avant. Non, les deux mots. Parce que moi, je trouve que oui, fallait tenter des choses. Alors, est-ce que après il fallait mettre Camano plus en position quasiment de 9,5 numéro 10? C'est peut-être là où le bas blesse, où tu aurais peut-être dû plus le mettre sur un côté, c'est-à-dire le côté gauche, parce qu'à tel point que vers la 25e minute, il s'est repositionné sur son côté gauche, parce que Caramo, moi je pense, a les qualités pour jouer derrière un attaquant. Donc voilà, c'est juste l'incompréhension là qu'on avait. Mais après, ok, Dijon a peut-être eu beaucoup plus d'occasions, mais aussi je pense que c'est dû au fait d'un replacement défensif assez particulier de la part de Maxime Pounget, parce qu'il se fait si Costil est obligé de sortir 2 belles parades, 3 parce qu'il y a les 2 parades en 2 temps, c'est aussi parce que il met du temps à revenir et c'est comme Patrice Evra, il joue à 70 mètres de ses oui, voilà. En fait, Pounget, c'est un Patrice Evra sans talent. Et ce qui est écrit en plus sur cette occasion, sur la première occasion là, c'est que surtout tu vois Maxime Pounget un peu revenir, pas en trottinant, mais presque. Donc moi j'étais plutôt satisfait de la compo au départ. Faut tenter des choses depuis un moment. Non, mais c'est vrai. Et depuis un moment. Non, la compo oui, mais l'animation non. L'animation non, mais après bon voilà, c'est la première fois que tu joues dans cette configuration là. Tout va pas être tout beau, tout rose de suite. Et puis si on regarde un peu les matchs face à Dijon cette saison, c'était pas fantastique non plus. Donc voilà, tu as du mal face à cette équipe de Dijon. Et puis moi, je vais paraphraser Costil, mais à ce moment-là, tu préfères jouer comme tu as joué contre Nice, avoir des occasions dans tous les sens, ou est-ce que tu préfères gagner petit, un peu comme là, et tu reviens avec 6 points sur 6 avec le match contre Angers et le match contre Dijon. Il y a un moment donné, il y a un club bien de l'autre côté des Alpes qui dit il y a que la victoire qui compte finalement. Donc
Moi, je pars dans cet avis-là, c'est que tu prends des points, tu engranges et finalement, tu te retrouves avec 4 points. Alors, ok, c'est pas beau, mais voilà. Faut être conscient des capacités de l'équipe. Alors oui, Kalou, Karamo et Kamano, c'est très sexy sur le papier. On rêve de voir ces trois-là jouer parfaitement. Le reste, c'est que c'est quasiment pas possible. Parce que là, chacun, je pense, a un petit ego qui veut sauver un peu l'équipe, qui veut sauver le club, qui veut animer un peu le jeu de l'équipe. Donc forcément, ça va être très compliqué. Maintenant, il faut savoir où Bordeaux en est. On n'est pas une grande équipe, on n'est pas non plus caca, mais on n'est pas une très belle équipe. C'est pas très beau à avoir joué. Donc on fait quoi? Soit on bétonne et on tente de gagner les matchs, ou soit on fait une tentative de jeu, une tentative de beau jeu, en se prenant des branlées derrière. Donc je préfère que Bordeaux ne soit pas beau à avoir joué, qu'il gagne ce match de façon petite, que d'essayer des trucs un peu... Bon, après on peut analyser le contenu du match. Si Costil il fait pas 2 arrêts, on est mené rapidement, et puis ce match, s'il n'y a pas les... Bien sûr. Ils ont dominé Bordeaux quand même à un moment donné. Je pense qu'on n'a pas vu le même match. On n'a pas dû voir le même match. Il y a eu un virage après le carton rouge. En deuxième mi-temps. Gagner petit, ça veut dire rester à 12 en défense tout le match, attendre l'adversaire et avoir un contre. Excusez-moi, mais à aucun moment, Bordeaux a été acculé dans son camp, a souffert face à Dijon. Il n'y a eu que des contres. Et les contres, comme on le dit depuis tout à l'heure, les contres, c'est un souci de choix pour moi de l'entraîneur. Quand tu alignes un latéral gauche qui ne fait aucune couverture dans son dos, que tu alignes un double pivot dont un des deux joueurs qui s'appelle Casil, qui n'a plus le coffre pour défendre et attaquer et faire de la récupération et distribuer, à un moment donné, c'est des choix d'entraîneur. C'est Jovanovic qui fait des matchs où il a beaucoup d'envie, mais qui tactiquement et techniquement est limité. Là, après, c'est des problèmes d'hommes. Mais moi, je trouve que dans les idées que Bordeaux a voulu amener contre Dijon, soit en 4-2-3-1, mettre le plus d'attaquants possible, même s'il faudrait mettre Briand un peu plus bas ou l'enlever en numéro 9 pour en avoir un vrai, mais mettre le plus d'attaquants possible, essayer de faire du jeu. Voilà, quand on se fait prendre en compte, pour moi, c'est bon signe. Comme contre Nice, quand on se fait prendre en compte, ça veut dire que l'équipe en face, on lui fait du mal. Et donc je trouve que contre Dijon, même si Bordeaux a techniquement pas été bon et qu'il a manqué beaucoup de choses dans les derniers gestes, on va pas leur reprocher d'avoir voulu leur marcher dessus. On peut trouver un juste milieu après, Samuel. On n'est pas obligé de faire jouer 4 attaquants comme on l'a fait ou avec le système avec les 3 quarts. Je suis d'accord. Et voilà, donc c'est là où moi ça me va pas. Parce qu'on n'a pas d'équilibre d'équipe. Regarde Kamano, on pouvait très bien le remplacer par un autre joueur, par exemple. Peut-être un milieu un peu plus bas et qui fasse ce rôle, peut-être à moitié milieu relayeur, milieu numéro 10, et qui aurait été peut-être plus complémentaire. Kamano, faut pas qu'il joue, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut pas faire jouer Basic, par exemple? Je suis désolé, dans un milieu à 3 et qui puisse te permettre de mieux ressortir le ballon et d'avoir des ballons à donner pour tes attaquants, et pas mettre Kamano dans cette position. Enfin, je sais pas. De Préville, moi ce que j'aime bien, c'est le 4-2-3-1. Je suis d'accord avec toi sur Basic. Pour moi, tu dois jouer avec Otavio et Basic. Et à la limite, effectivement, Kamano, il en a peut-être dans les chaussettes depuis quelques semaines. Tente soit Briand Cornelius comme à Angers, soit de Préville, mais cette idée, ou même Vada, bon après Vada, on verra là dans les prochaines semaines comment il va être moralement, mais pour moi, l'idée de laisser les couloirs à Karamo, à Kalou et à Kamano, leur laisser tout le pouvoir de percussion et essayer de mettre 2 joueurs dans l'axe pour pas que quand Briand n'occupe pas son poste, il y a un vide monumental et qu'on fasse des centres qui servent à rien parce qu'il n'y a personne pour les récupérer, ce qu'on n'a pas vu contre Dijon, comparé aux autres matchs des Girondins. Moi, je trouve intéressant de vouloir amener un peu plus de monde offensivement, et je trouve que c'est comme ça qu'on gagnera les petits matchs. Alors c'est intéressant, mais le truc c'est que tu as les joueurs, ils sont pas dans le replacement défensif et il n'y a pas d'organisation, donc c'est là où l'équipe est complètement déséquilibrée. Moi aussi je trouve ça intéressant, moi ça me va qu'il y ait des attaquants et tout, mais alors s'ils sont là pour qu'on prenne contre sur contre et que tu as l'impression qu'ils ont jamais joué dans ce système avant, quoi, c'est quand même assez hallucinant. Et puis l'intelligence de jeu de ces attaquants aussi. Moi je comprends pas, et je comprends ce que vous dites sur Maxime Punget, mais attends, il y a personne qui les aide, hein. T'avais Otavio et Plasil, ils étaient perdus en première période, ils étaient perdus. Non, moi je suis désolé, revois les actions. Mais je les ai revus. Tu as revu les actions où tu te prends de Otavio, tu m'expliques. Alors la deuxième, défensive de Maxime Punget. Ouais, mais pourquoi? Je n'ai rien contre Maxime Punget, mais explique-moi juste pourquoi un latéral
ne revient pas défendre. On joue pas en bloc, t'as les 4 de devant, ils restent devant, ils défendent pas. Quand bien même, mais Palencia et mais tu défends en équipe. Reviennent à chaque fois. Défends en équipe. Lui, il te laisse un boulevard énorme. Et si Tavares a autant d'espace, c'est juste parce que Poundé revient pas assez rapidement. Encore une fois, on le connaît maintenant, Poundé, pourquoi on le garde? On adore le garçon, il est formé à Bordeaux, il est gentil, mais il fait pas le travail qu'il faut défensivement. Ok, il a fait 2 bons centres cette année, pourquoi le garder? Donc on le connaît, on arrête de le faire jouer, on met quelqu'un d'autre à sa place, on n'en parle plus de ce mec. Non, mais après, il y a une question, comme je disais, d'équilibre et d'étude. Bien sûr, mais... C'est-à-dire qu'en fait, l'idée sur papier est bonne et hyper suffisante, comme tu disais. L'action de Tavares, une action de Tavares, c'est pas la faute de Poundé, c'est Jovanovic. On est un super étau numérique, t'as Jovanovic qui vient accompagner Koundé sur un des attaquants, du coup ça libère Tavares. Ça, par contre, j'ai pas compris. Moi, il fait pour moi, Poundé, il fait sur l'action, il monte, voilà, il perd le ballon, mais voilà, il y a un repli, il y a des milieux, il y a des attaquants aussi qui peuvent aussi se replier à un moment donné, tu vois. Mais quand tu vois Caramo et Camano qui ont fait aucun effort à limite défensivement. Camano le faisait tout le temps, hein. C'est là où tu vois qu'il y a un vrai problème. Bref, moi personnellement ça m'a pas scotché sur ce match-là, à part des mecs qui étaient très très faibles techniquement et qui étaient perdus sur le terrain avec le ballon, qui essayaient de faire leur truc tout seul. Moi j'ai pas vu grand-chose derrière défensivement. Ah oui, sur les matchs en général au début de saison, Camano il redescendait beaucoup et Poundé, oui. C'est d'ailleurs pour ça que... Et là, c'est vrai que depuis, surtout sur le match contre Dijon, c'est là où tu vois qu'il y a un gros problème dans le vestiaire avec le club. Mais après, je sais pas ce qui a été demandé par Ricardo avant le match aussi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être peut-être qu'il a dit, les 4, du coup, vous pensez qu'à attaquer, et puis voilà, tu vois, et puis les autres, vous faites... Parce que l'équipe était complètement coupée en deux. Franchement, il y avait... parce que tu dis que le match est équilibré, on a eu autant d'occasions que Dijon, alors que Dijon a joué un match 1h10, quoi. Et sur un carton rouge qui est amplement mérité, de toute façon, déjà, ça c'est sûr et certain. Mais après, quand tu vois Jovanovic qui à un moment donné suit Koundé pour suivre un joueur, pour suivre un attaquant, alors qu'il y a Tavares qui est le plus dangereux et qui le lâche, tu peux critiquer Poundé si tu veux, mais pour moi, défensivement, dans le match qu'on a vu, etc., c'est pas le plus gros fautif concrètement. Lui, après, on connaît ses moyens, on sait très bien que ce sera jamais un grand joueur, que ce sera jamais un grand intelligent sur un terrain, de toute façon. Donc à un moment donné, voilà, il est là pour compenser certaines lacunes. À part lui, tu mets qui? T'as pas grand monde. Tu mets Sabali qui est pas à son poste, qui fait ce qu'il peut aussi de son côté. Il y a aussi une question de recrutement, une question de logique aussi de la part du coach. Tu sais que ton côté gauche c'est le côté faible, et renforce-le tout simplement. Une réaction de Drive sur le hashtag WGLeTalk qu'on salue. Il dit: à quoi ça sert de construire un style de jeu sachant que dans 6 mois tu devras tout refaire tant l'équipe sera différente. On n'a pas les moyens de faire tourner la balle. Le seul point noir, c'est le manque de réalisme devant. Voilà. Il faut construire. Pas le seul point noir. Jouer les matchs. Allez, j'aimerais qu'on parle de Benoît Costil. Moi j'avais une question avant. Oui. Que devient Sankaré? On le voit plus. Blessé. Il est blessé. J'ai quitté un peu le football pendant quelques temps. Donc, et il a repris l'entraînement aujourd'hui. Là, il était à l'opposition ce matin. Là, que j'ai vu ça. Il était là. Et Pablo va reprendre la course. Et demain. Tant mieux. Et demain. Sankaré marque en demi-finale de Coupe de la Ligue, c'est écrit. Voilà. Non, après, nous, on l'a interrogé aujourd'hui pour justement la remise du trophée du mois de décembre. Et du coup, il me disait, écoutez, pourquoi pas dimanche, en rigolant, mais il va reprendre au niveau des appuis, donc je pense qu'il aura de la réathlétisation individuelle demain, avec les kinés, etc. Mais pour lui, il écarte pas, en tout cas, il aurait l'envie et la détermination de jouer au moins la demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est plus probable. Donc Benoît Costil, patron sur ce match, il fait la décision. Depuis un moment. Oui, depuis 2 matchs, ouais, même plus. Hein. Non, il enfile le costume là. Il a enfilé le costume depuis un petit moment quand même. Est-ce qu'on le fait jouer en demi-finale de la Coupe de la Ligue du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il y a la confiance des défenseurs, il y a la confiance du club, de ses coéquipiers. Donc tu mets un petit Costil contre Strasbourg mercredi prochain, match qui est décalé, les horaires. Donc oui, comme ça les joueurs ont confiance d'avoir un mec qui est en pleine confiance en ce moment, que d'avoir un petit Gaëtan Poussin qui a l'air d'être très bon aussi. Mais quand même, c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue, c'est ce qui nous reste seulement d'excitant en cette fin de saison, donc il faut assurer avec le gardien. Il n'a pas pris de but, Gaëtan Poussin, sur ces 2 matchs. Il a fait un match. Alors, il n'a pas fait 2 matchs. 2 matchs. Le Havre et Dijon. Ouais. Il n'avait pris aucun but. Il n'a pas fait de grands matchs parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. T'as fait une belle parade quand même à la fin. Après Strasbourg, globalement, il a été sérieux. Globalement, j'ai envie de dire, il a été sérieux. Après Strasbourg, c'est différent que Dijon et le Havre. Et c'est une demi-finale, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on ne peut pas envisager, moi je voyais un peu ce scénario-là, on a dit à Poussin qu'il ferait toute la compétition au début de la saison. Il fait des matchs corrects pour l'instant. On peut le faire jouer
à Strasbourg la demi-finale, le match il dure 90 minutes. S'il y a séance de tir au but, c'est après les 90 minutes, pas de prolongation. Ouais. On peut très bien envisager, ça c'est déjà vu dans le foot, 85e, si on est à match nul contre Strasbourg, faire entrer Costil pour la séance de tir au but. Ça c'est une possibilité qui est à faire et moi qui est à envisager. Mais comme les Pays-Bas avaient fait en Coupe du Monde 2010 où il faut rentrer Timo Krul et Krul fait une super séance de tir au but et qualifie les Pays-Bas. C'était donc pourquoi pas, hein, ça peut être. C'est vrai que c'est son point fort, les tirs au but. Ou alors tu fais jouer Poussin dimanche en championnat. Ah, l'inversé. Voilà. Jonathan, qu'est-ce que tu fais jouer Costil en Coupe de la Ligue ou pas ou non? Parce qu'on n'a plus que ça à jouer, donc tu mets ton équipe titulaire, tu mets ton équipe la plus forte, tu quittes à sacrifier le match de championnat, parce qu'en championnat, je vois pas ce qu'on peut. Et on va en parler après, on n'est pas loin, on en parlera après. Ouais, mais bon après il y a quand même, on est que 10e, il y a quand même pas mal de clubs à passer devant quand même, donc voilà, et puis très concrètement, j'espère qu'on ne sera pas européen par le biais du championnat encore cette année, parce que l'an passé on a quand même sacrément violé la Ligue 1. Une deuxième fois, ça serait quand même un peu mal vu, je pense. Oh. Donc voilà, mais après, ton idée, Gino, de faire jouer Poussin, de le faire sortir juste avant la séance de péno, sur le papier, c'est une bonne idée, mais pour Poussin, je trouve pas que c'est top. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc toi, tu mettrais qui? Il peut mal le Ah, moi, je mets Costil. Non, moi, je tu mets Costil. Je mets Costil. D'accord. Je mets l'équipe titulaire, voilà. Et toi, Samuel? Costil ou moi, Poussin? je suis Poussin, effectivement, je le prends mal si tu me sors sur les pédos, parce que ça se trouve, c'est peut-être son exercice favori aussi. Non, moi, si vraiment il faut faire des compromis, je mets Poussin dimanche ou samedi. Enfin, je pense que le match sera reporté à dimanche avec les Gilets jaunes. Donc, je mets Poussin ce week-end. Mais oui, effectivement, là, à un moment donné, il faut être conscient qu'aujourd'hui, Bordeaux peut enfin remporter un trophée depuis 6 ans. L'équipe type, en plus, Costil est le capitaine. Et puis, au-delà d'être le capitaine, au-delà de ce symbole-là, équipe type, capitaine, c'est les performances. C'est qu'aujourd'hui... et moi, je suis tombé sur ce mec-là énormément la saison dernière. Depuis le match à Montpellier où il fait une cagade énorme sur le but de la Borde, il est impeccable. En Europa League, il a été très bon. En championnat, il est de mieux en mieux. Enfin voilà, c'est quand même incroyable, je pense, pour moi d'être revenu à ce niveau-là avec tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Donc je pense que l'effectif, l'équipe a besoin de lui à Strasbourg et que voilà, que ce soit pendant la séance de tir au but ou avant, il peut aujourd'hui changer le cours du match de Bordeaux. On l'a vu à Angers, on l'a vu dimanche, donc il est indispensable. Comme quoi, ça va vite dans le foot. Oui, donc toi, tu mettrais Costil aussi en Coupe de la Ligue. Ah oui, ouais, je le mets en demi et je le mets en finale, sans hésiter. Florian, est-ce que Poussin, il peut mal le prendre ou il accepterait parce que c'est un jeune gardien, il comprendrait facilement cette décision? Je pense qu'il pourrait accepter, mais pour moi, de ce que j'ai cru comprendre depuis un moment, c'est Gaëtan Poussin en Coupe de la Ligue, point. Ça, on ne va pas plus loin. Ça va pas bouger. Après, pour moi, peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être qu'après, il y aura une discussion à l'intérieur du staff et notamment avec les deux gardiens pour peut-être expliquer à Gaëtan Poussin que bon, voilà, il y a une finale peut-être potentielle et qu'il n'y a pas Paris sur le chemin, ce qui n'empêche à y jouer, voilà, que Paris soit pas la compétition, de se dire bon, on peut gagner un trophée. On va la jouer un peu morphale, parce qu'on a un peu un manque de trophées, donc on va mettre toutes nos chances de côté. Dire à Poussin, c'est pas contre toi, t'as un avenir avec nous, on te fait confiance. On te filera un match de championnat si t'as envie. Et puis... Oui, donc voilà. Là, après, si jamais Poussin il se rate mardi prochain, là Manu disait il a l'avenir avec nous, mais s'il se rate mardi prochain, voilà, je pense que ça va lui mettre un gros coup et que si derrière tu dois en faire jouer un numéro 2 la saison prochaine, ce sera peut-être le petit Mandanda. Moi je me rappelle juste d'un petit gardien stéphanois, Stéphane Ruffier, qui est pas si mauvais que ça, qui a quand même été international. Le premier match que j'ai vu de lui, c'était un match en Coupe de la Ligue où il devait avoir 19 ans, il jouait à Marseille. Ils prennent 3 ou 4-1, c'était le Monaco qui était en train de chuter et le mec il a été juste mais déplorable. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'il rate un match au pire des cas, quand tu vois la carrière de Ruffier, de certains gardiens qui ont... Voilà, il faut tenter, de toute façon, au pire des cas. Si tu lui dis dès le début de la saison, tu seras titulaire pour la Coupe de la Ligue, fais-le. Tu vois, si le coach a fait la promesse, t'as pas le droit de changer. Après, moi je vais juste revenir sur un point. Donc, demi-finale de Coupe de la Ligue en 2016. On joue contre Lille.
On 4-0 prend... là, si On prend 5-1. 5-1. Et, l'avant-dernière. Et sur le banc, alors je suis en train de vérifier qui était le deuxième gardien, je n'arrive pas à trouver. En quelle année? Mais le gardien titulaire que était vous vous rappelez Jérôme Prior. Ouais, voilà. Bernardoni Ah devait oui. être sur le banc parce que Carasso blessé certainement. Alors je crois même pas parce qu'il y a marqué sur le banc des remplaçants de Belleville, numéro 40. Alors peut-être que c'était le gardien de la réserve ou je ne sais quoi. Donc, Et 2 semaines après, il en reprend 4 contre Nantes, il se tape avec Sané, on l'a plus jamais revu. ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'après, oui, ça se passe je crois que ça se passe en championnat, ce qui se passe à Nantes ou en Non, c'était en Coupe de France. Coupe de France. Ouais, voilà, j'avais un doute. Donc voilà, alors est-ce que cette Oui, mais fois-ci... il avait un passif, Prior, il avait déjà joué quelques matchs avec Bordeaux. Ouais. avant ce Oui, match-là. Mais pas tant bien- que ça non plus. Il a Il a caractère, débuté la saison, ouais. Après, tu avais entre Bernardoni et Ouais. Prior, ça pouvait se jouer. Donc, est-ce que c'était alors à cette époque-là le gardien numéro 2 Force est de constater que finalement un peu. Donc voilà, après on verra. Mais moi, j'ai la sensation que ça sera Gaëtan Poussin qui jouera. Bon. Sauf si discussion avec le staff et les deux gardiens. Bon. Bon, vous voulez rajouter quelque chose ou on clôt ça? Gino, tu veux clôturer Ouais, ce point? après, dans l'histoire des Girondins, on a déjà gagné une Coupe de la Ligue avec un gardien remplaçant, Frédéric Roux, en 2002. Voilà, qui était le numéro 2 de Ramé. Après, gardien d'expérience par rapport à notre ami Gaëtan Poussin. Mais bon, on ne sait jamais. Et Mathieu Valverde en 2007, non? Non. Je crois que c'est Ramé, oui, qui est titulaire. Hein. D'accord, ok. Et il avait changé. Non, après, juste Non, par je crois rapport à qu'il a raison, Costil. parce qu'il me semble que c'est Valverde qui joue toute la compète sauf la finale. Pas sûr. Ouais. Ils avaient changé. Non, il me non, semble, hein. pas sûr du Pas tout, sûr, parce ouais. qu'on va justement à Reims. Ouais. On s'impose sur un but de Marange, si je dis pas de Oui, bêtises. 2-1. Ah ouais. Et il sort et je me rappelle, j'ai le souvenir de voir Ramé sortir une superbe main bien tendue, super parade et qui nous permet justement de nous qualifier en finale. Donc pour moi c'était Ulrich Ramé. Après à voir si c'était comme ça tout au long de la compétition, là j'ai pas le souvenir en tête. Allez, Jonathan, pour clôturer sur Costil et ensuite on Juste en... oui, voilà, dernière question peut-être sur le renouveau la de Ligue 1. Costil est aussi peut-être dû au fait qu'on ait vu jouer Poussin et qu'il a vu qu'il y avait des qualités. Peut-être que maintenant il y a quelque chose aussi qui crée pas une concurrence, mais il y a Non, peut-être une émulation entre les bon. deux. Et enfin, je je pense sais pas, pas, mais mais depuis que Poussin a joué le match à Dijon, Costil a quand même fait pour la plupart du temps des gros matchs. Donc, Oh, Costil, il est bien en ce moment. Il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps. Moi j'ai l'impression que depuis le match face au Zénith, il est très bien. Très, très bien. Depuis qu'il a sorti ce penalty en mode poker menteur, je pars sur un côté, je repars vraiment sur le côté. Je crois que c'est Djouba qui tire et qui arrête très bien ce penalty là. Contre Nice, il est à 2 doigts de sortir quand même le penalty de Saint-Maximin. Et à Angers, il t'en sort un aussi. Donc Il est en forme. non, il est en forme. Juste avant je sais plus contre qui c'est d'ailleurs, où il y a Pounjé qui se prend un magnifique coup du sombrero et que après il Amiens. est fusillé à bout portant. C'est Amiens. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Et contre le Havre en Coupe de France, il peut pas faire grand chose. Oui. Bon, Samuel, avant de te libérer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Bah écoute, des victoires bordelaises, il y en a déjà eu 2. C'est clair.